Bienvenue dans le deuxième épisode des surcotés et sous-cotés en photo. Je vous rappelle le principe, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des choses en photo que vous trouviez surcotées ou sous-cotées et j'ai été envahi par une avalanche de réponses, c'est pour ça qu'on est déjà à l'épisode 2. Et donc moi je vous donne mon avis honnête, surcoté ou sous-coté, j'aime bien, j'aime pas. Attention, surcoté ou sous-coté ça veut pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est mon avis, ça ne concerne que moi. Et en plus sous-coté ça peut vouloir dire je voudrais en voir plus et surcoté je voudrais en voir moins, mais ça veut pas forcément dire que c'est en soi bien ou pas bien. Vous voyez un petit peu la nuance ? On y va. J'avais fait un premier épisode il y a quelques semaines, mais il y avait tellement de matière que j'ai été obligé de couper, donc voici le deuxième épisode. On repart immédiatement. Au boulot. La photo animalière. Encore une fois, je vais pas juger une pratique photo que je ne fais pas, mais j'ai un peu le même avis que sur l'urbex, c'est-à-dire que je consomme pas de photos animalières, ça m'intéresse assez peu. Encore qu'il y a quand même des trucs très jolis parfois. J'ai quand même quelques idées en tête, des trucs vraiment bien, mais j'en consomme assez peu, on va dire. En revanche, la pratique, tu vois, le fait d'aller dans la nature pendant des heures et des heures, de passer du temps en affût, d'être vraiment en communion avec la nature, parce que pour prendre en photo un animal, il faut connaître ses habitudes, il y a vraiment un côté que je trouve chouette dans la pratique. Donc c'est quelque chose, ça qui me parle bien. Donc je dirais que c'est sous-côté. Parce que même si on fait pas de bonnes photos, une bonne balade dans la nature, c'est jamais perdu. Être photographe de mariage, c'est grave sur-côté. Ça c'est des attaques directes, quoi. Vous faites même plus semblant, c'est bim, allez, on va lui mettre lourd à Paul. Mais non, évidemment que non, c'est grave sous-côté la photographie de mariage. C'est un métier hyper créatif, hyper exigeant, hyper technique, hyper humain. Bref, j'adore ça, quoi. C'est incroyable. Après, c'est pas pour tout le monde, si vous avez pas envie d'en faire, n'en faites pas, hein. Plus de business pour moi. Mais non, c'est trop bien, moi j'adore. Sous-côté de ouf la photo de mariage. Beaucoup plus créatif qu'on croit, beaucoup plus cool. La photo au flash. La photo au flash, pour moi, c'est un peu surcoté. J'ai rien contre la photo au flash dans l'absolu, esthétiquement. C'est juste que j'en vois beaucoup en ce moment. J'ai l'impression que ça revient un petit peu la mode de la photo au flash, la mode de la photo de rue, et même dans les photos de mariage, j'ai vu des nouvelles modes arriver avec des photos toutes très crues, avec des flashs vraiment qui rendent un peu tout blafard. J'aime pas trop dans le mariage. Et en photo de rue, j'aime pas trop l'idée parce que je trouve ça un poil agressif. En fait, faire de la photo à la Bruce Gilden, en tout cas, ça me parle pas du tout. J'aime pas trop le travail de Bruce Gilden. Moi, j'aime pas la photo qui va au fight, tu vois. J'ai vraiment envie d'être dans une démarche d'empathie et d'aller à la rencontre des gens. Et si je les rencontre, c'est cool. Si on se croise seulement, c'est pas grave. Mais j'ai pas envie d'aller énerver des gens, de leur foutre un flash dans la gueule et juste pour avoir des expressions un peu marquantes, quoi. C'est pas mon truc. Je sais que le travail de Bruce Gilden est vraiment très reconnu, mais voilà, c'est juste pas ma tasse de thé. Être photographe sans les réseaux. Du coup, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure, donc je vais passer. Le flou, mais c'est vraiment très très large ça, le flou. Tout l'ensemble du flou, le concept même du flou. Écoute, moi j'adore le flou. Il y a un moment où je l'utilisais énormément dans mes photos, même. J'ai fait pas mal de photos dans ma série Segmented Self avec du flou. Je l'utilise moins maintenant. Entre autres parce que j'ai l'impression que tout le monde l'utilise, j'ai l'impression de voir que ça et ça me saoule un peu de faire comme tout le monde. C'est con parce que c'est ma pratique et que je devrais pas me comparer aux autres, hein. Mais du coup pour ça je vais dire que c'est quand même un poil surcoté. L'argentique. Je vais peut-être en surprendre certains, mais moi je pense que l'argentique c'est un peu surcoté quand même. Alors, comprenez-moi bien, je pratique l'argentique, je fais de l'argentique, j'aime bien ça, c'est une partie intégrante, même importante de ma pratique photo, mais pour autant je trouve que c'est surcoté. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la pratique de la photo argentique pour faire des photos pas ouf, dont ils vont quand même être trop fiers, comme si la difficulté que rajoutait l'argentique à la prise de vue justifiait que la photo soit pas terrible. En fait, si je fais une photo de portrait de quelqu'un, tout le monde s'attend à ce que je fasse une photo nette avec la mise au point faite en général sur les yeux. C'est pas obligatoire, mais c'est ce qui se fait souvent. Si je la fais en numérique, on peut considérer que c'est à peu près certain que je vais réussir ma mise au point. Avec mon autofocus, je peux faire 5-6 essais, je vais réussir à avoir ma mise au point où je veux. En argentique, il y a des chances que je fasse juste une photo, peut-être deux. Je peux rater la mise au point, je vais faire la mise au point sur le nez, les yeux sont flous. En fait, c'est pas parce qu'elle est en argentique que c'est pas une photo ratée. Du coup, je trouve que je vois beaucoup passer sur les réseaux de photos un peu nulles, mais comme elles sont en argentique, il y a le petit hashtag shot on film, que je trouve un peu ridicule d'ailleurs, on pourra en reparler une autre fois, qui fait que ouais, ça m'énerve, c'est complètement surcoté quoi. L'argentique n'est pas un gage de qualité. On peut faire des photos de merde avec un appareil photo argentique, croyez-moi, j'en fais tout le temps. Le bruit de l'obturateur mécanique. Grave sous-côté évidemment. Je voulais vous faire écouter le bruit du déclencheur du Leica, mais il y a une pellicule dedans, j'ai pas envie de gâcher une photo pour ça. Désolé. Rentrée bredouille d'une sortie photo. Très très spécifique cette proposition. Moi je trouve que c'est sous-côté. J'en ai déjà parlé vite fait donc je vais pas aller trop dans les détails, mais je trouve que nous photographes avons tout à gagner à apprendre à apprécier autant le processus que le résultat. Quand on sort faire une sortie photo, que ce soit une sortie urbex, que ce soit une sortie photo de rue, que ce soit une sortie photo dans la nature, photo animalière, on sort de chez soi, on va dehors, on va à la rencontre d'un environnement, que ce soit des gens dans la ville, que ce soit la nature. On va faire tout un tas de trucs qui sont bons pour nous, dans l'absolu,
C'est cool le marché, c'est cool de faire du sport, c'est cool d'aller dans la nature, c'est cool de rencontrer du monde. Donc même si à la fin on rentre et qu'on n'a pas fait de bonnes photos, il faut apprendre à voir le bon côté, genre, et ouais, en fait, ma session elle a pas servi à rien, j'ai gagné plein de trucs chouettes, une belle rencontre, une belle balade, bref, la session, c'est pas parce qu'elle a été pas productive niveau photo que c'est pas une cool session. Et ça, vraiment, je pense que apprendre à faire ce switch dans la tête, c'est vachement bénéfique pour nous les photographes. Donc, grave sous-côté de rentrer sans avoir fait de bonnes photos. Même si dit comme ça peut paraître un peu contre-intuitif. Photographier son quotidien. Ça, c'est sans hésitation le plus sous-côté de tous. De tous. Je trouve le fait de documenter son quotidien extrêmement intéressant d'un point de vue de photographie documentaire. Parce que je suis convaincu, je l'ai déjà dit il me semble, que l'intime est beaucoup plus universel qu'on ne le croit. Donc en prenant des photos de son quotidien, de ce qui est autour de nous, de sa famille, de ses amis, de son travail, de son environnement immédiat, on peut raconter des trucs hyper profondes qui vont parler à des gens, même si ces gens ne nous connaissent pas. Donc je ne peux que vous encourager à documenter votre quotidien, soit ça fera des très chouettes projets photos si vous prenez le temps de faire des belles éditions, soit, même si ça atteint jamais le niveau de projets photos cohérents, ça fera des super albums de famille que vous serez éventuellement très content de montrer aux générations futures. Donc dans tous les cas, c'est jamais perdu, photographier son quotidien, c'est grave sous-côté. Mais vraiment très 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 sous-côté. Les objectifs manuels, je trouve ça grave surcoté. Je vois beaucoup de gens qui se gargarisent de faire des trucs trop bien avec des objectifs manuels, et pourquoi pas, si ça vous fait kiffer, il n'y a pas de problème avec ça, mais de là à dire qu'ils sont tous mieux que les objectifs récents avec autofocus, qui rendent la vie quand même beaucoup plus simple, je pense pas. Alors effectivement, il y a des objectifs vieux objectifs argentiques, manuels, qui ont des caractéristiques un peu particulières, et du coup un petit peu une patte dans l'image, mais je trouve ça quand même grave surcoté, quoi. C'est quand même très très agréable. Les objectifs récents, avec autofocus, avec pas des champignons partout. C'est cool de réussir à faire la mise au point on a envie en une demi-seconde. Ouais, c'est vraiment pratique. Bon, un avantage quand même de ces objectifs-là, c'est qu'ils sont vraiment pas chers sur le bon coin. Et la seconde main, c'est bon pour la planète, donc on aime bien. Shooter en JPEG direct, je le fais jamais, donc j'ai pas d'avis. Pas coté. Avoir des tirages de ses propres photos. Ça, c'est grave sous-coté. C'est trop bien d'avoir des tirages de ses propres photos. Je sais que ça fait un petit peu genre... égocentrique, regardez mon travail et tout, mais en même temps vous êtes votre premier spectateur et votre famille est votre premier cercle de spectateurs. Si vos photos vous les mettez pas sur vos propres murs, vous n'allez jamais les mettre plus loin, quoi. Je pense qu'il faut être fier de son travail, s'il y a lieu d'être fier, bien évidemment, si vous êtes arrivé à un niveau où vous pensez que vous pouvez être fier de vos images, mais si vous avez été content et fier de les faire, mettez-les dans un endroit où les gens peuvent les voir, vous et vos proches. Profitez-en. Moi, je suis sous-coté. Alors celle-là, je l'ai reçue au moins 40 fois. Je te crois. Je pense que tu es sous-coté. Montre-moi pourquoi tu es sous-coté. N'ayez pas peur. Vous êtes sous-coté, montrez-le nous. On veut voir vos plus belles images. La double expo. La double expo, c'est complètement sous-coté. Pourquoi c'est sous-coté ? Parce qu'on n'en voit déjà pas beaucoup, et qu'en plus on n'en voit pas beaucoup de bonnes double expositions. C'est très difficile la double exposition. En tout cas, moi je me suis souvent essayé, et j'ai pas souvent fait des trucs très convaincants. Mais je trouve ça chouette. Si vous voulez voir des belles doubles expositions, je pense à Bastien je vais écorcher son nom, juste Bastien Anguiano, je crois. Je suis désolé si c'est pas ça. Pourtant, j'ai un tirage de lui au mur qui doit être juste un petit peu hors champ. Il fait des très belles doubles expositions, c'est souvent des portraits en noir et blanc. Et j'ai un autre nom qui me vient en tête, c'est Eric Floberg, un photographe américain qui vit à Chicago, qui fait de la double exposition pendant ses mariages, et ça rend en général hyper bien. Donc j'aimerais bien réussir à atteindre ce niveau-là en double expo. Pour l'instant, j'ai jamais fait rien de correct. Sous-côté. Je voudrais prendre une minute pour vous parler du sponsor de la vidéo, Aftershoot. J'adore mes lunettes de son, elles sont trop bien. Dans une vidéo il y a quelques semaines, je vous parlais du tri assisté par l'intelligence artificielle avec Aftershoot. Mais Aftershoot, c'est bien plus que ça, il propose aussi la retouche automatique assistée par l'intelligence artificielle. Je crée un nouvel album et je vais importer un catalogue Lightroom directement. Dans mon catalogue, je sélectionne directement le dossier qui m'intéresse. Maintenant que tout ça c'est importé, je vais passer directement dans Edit. Et là, je choisis mon profil AI que j'ai déjà entraîné en lui envoyant plein de photos. En plus du profil, je peux lui demander de recadrer et de redresser les photos. Et c'est parti pour éditer. Ça y est, c'est fini, je vais aller voir dans Lightroom. Et là, on peut voir que mes 18 photos ont effectivement été éditées, mais aussi redresser et recadrer. Il faut bien comprendre comment marche Aftershoot. Quand je lui ai envoyé toutes les photos pour créer mon profil, Aftershoot a appris ma manière de faire, a appris les réglages que je mets sur chacune de mes photos en fonction des situations. Et lui, il va appliquer ces réglages de manière intelligente. C'est beaucoup plus puissant qu'un preset, parce qu'un preset ne s'adapte pas aux photos. Aftershoot retouche de manière intelligente en fonction de mon style pour que chaque photo soit retouchée de la manière dont je l'aurais retouché moi. C'est ça qui est absolument incroyable. Et là, on retrouve les tons très chaleureux que j'aime bien mettre pour mes retouches de photos de mariage. Je vais voir quelques photos, c'est vraiment très cool.
En plus, là, j'ai fait un exemple sur 18 images. Imaginez sur 500 images, sur tout un mariage, le temps qu'on peut gagner. Bon bah c'est nickel, hein. Merci Aftershoot. Aftershoot, c'est aussi un service qui marche hors ligne, pas besoin d'être connecté. Un service client qui est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 et qui est noté 5 étoiles sur Trustpilot. Et surtout, c'est une tarification par abonnement. C'est-à-dire que vous payez l'abonnement, ça commence à 10€ par mois et ensuite vous pouvez utiliser l'outil en illimité. Bref, entre le tri et la retouche, Aftershoot c'est vraiment un outil complet pour vous faire gagner du temps, que ce soit dans votre travail de photographe pro ou dans votre pratique perso. Parce que je sais pas vous, mais moi je fais de la photo par plaisir de shooter, pas pour passer des heures devant l'ordi pour trier et retoucher. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer complètement gratuitement pendant 30 jours. Il y a un lien dans la description, comme ça vous pouvez un petit peu vous faire une idée et voir si ça vous plaît. Et si ensuite vous voulez continuer, vous avez 10% de réduction avec le code Paul Napo. Merci Aftershoot pour sponsoriser cette vidéo, merci de soutenir la chaîne et merci de me faire gagner plein de temps. Le sténopé. Le sténopé, c'est très très cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de fabriquer un appareil photo réduit au minimum. En gros, une boîte avec un trou pour laisser entrer la lumière. C'est tout. Il n'y a pas d'objectif, l'obturateur en général c'est un bout de scotch, c'est vraiment l'appareil photo réduit au minimum et on peut le fabriquer soi-même, c'est ça qui est cool. Et j'en ai fait pas mal à un moment du sténopé quand j'avais plus de temps, parce que c'est une pratique qui est très lente, mais j'aimais beaucoup ça, il y avait vraiment ce côté jouer au bricoleur, jouer un peu à l'apprenti sorcier que je trouvais très cool, j'adorais avoir le contrôle de la totalité du processus de la fabrication de l'appareil jusqu'à mon tirage dans les mains quoi. Ça je trouvais ça vraiment très très chouette, je peux vous montrer quelques photos si vous voulez. C'est pas la grande qualité non plus, hein, parce que bon, c'est le sténopé fait à la maison avec ce que j'avais, des boîtes de cookies en général, mais c'est quand même grave sous-coté je pense, le sténopé. Si vous avez l'occasion d'essayer, c'est vraiment très chouette. La photo conceptuelle, pas belle mais on s'en fout. Moi j'ai une approche un petit peu instinctive de la photo, donc si on a besoin de m'expliquer pendant très longtemps une photo ou une série de photos pour que j'arrive à l'apprécier, en général pour moi ça passe un petit peu à côté. J'ai envie de pouvoir apprécier la photo directement de but en blanc, même si potentiellement une lecture d'un texte va me faire avoir un niveau de compréhension plus profond, et du coup je suis content d'avoir ce texte pour soutenir ma compréhension de l'œuvre. Si de but en blanc je comprends rien et que je trouve tout moche, j'ai même pas envie d'aller lire le texte. Donc si c'est trop conceptuel et trop moche, moi ça me plaît pas trop, je trouve ça un peu surcoté la photo conceptuelle. J'ai un peu l'impression qu'on force des mots pour faire passer des œuvres pas ouf. Et je sais que l'esthétique c'est pas le seul but de la photo, mais c'est quand même un peu agréable, un truc que tu vas regarder que ça soit agréable pour les yeux quoi. La mode du flou en mariage. Alors je pense que tout ce qui est mode par définition c'est mouvant. Si c'est une mode, ça veut dire que ça vient et puis que ça passe. Du coup je trouve ça dommage de faire des photos de mariage en suivant une mode, parce qu'une mode dans 10 ans c'est forcément ringard. Et du coup quand tu montreras ton album photo à tes enfants ou tes petits enfants, ils diront mais c'est quoi ces photos de merde toutes floues là. Je pense qu'un des boulots du photographe de mariage, c'est de faire des photos qui sont le plus intemporelles possible, pour qu'elles puissent raconter la journée et toucher des gens pendant le plus longtemps possible. Pour moi, j'ai tendance à fuir les modes en photographie de mariage. Je peux pas y être 100% insensible, mais j'essaie de rester quand même le plus intemporel possible. Donc les modes du flou en mariage, et de manière plus étendue les modes en mariage, c'est complètement surcoté. Faites pas ça. Puis franchement, j'ai vu des photographes qui mettent des flous partout, mais il n'y a pas de bonne raison quoi. Utiliser un peu le flou de temps en temps pour souligner le mouvement, c'est super cool, mais de là à faire des photos complètement floues de choses complètement immobiles, je vois pas bien l'intérêt quoi. Les modèles masculins, habillés ou non. Les modèles masculins quoi. C'est grave, sous-côté, les modèles masculins, on en veut plus, on veut en voir plus, on veut en photographier plus. J'en ai photographié dans ma série Segmented Self, je vous mets quelques exemples ici, mais c'était assez difficile à trouver. Il y a peu d'hommes qui veulent poser, alors que trouver des femmes qui avaient envie de poser, c'était assez facile. Trouver des hommes qui ont envie de poser, ça m'a posé pas mal de soucis. Et moi j'avais vraiment la volonté de shooter avec des gens différents, donc je voulais aussi shooter avec des hommes. Ça a été beaucoup plus difficile de trouver des hommes intéressés par mon projet. Les tirages alternatifs, cyanotype, papier salé, etc. Je sais que je vais pas me faire que des amis, mais je suis pas très intéressé par ces procédés de tirage alternatif. Je trouve ça même complètement surcoté. Je comprends l'intérêt de jouer au petit chimiste, et ça pourrait m'amuser si j'aimais la chimie, mais je vois pas l'intérêt photographique. Pour moi ça apporte pas grand chose à la photo. Mais après, comme tous les sujets que je connais pas, il faudrait peut-être que j'essaye avant de critiquer. Hein. Je changerai peut-être d'avis un jour, mais là, comme ça, en fait, comme d'habitude, la photo elle devient pas bien parce que le tirage il est fait sur un papier cool avec un procédé cool quoi. Si la photo de base elle est nulle, ça va pas changer grand chose. Le noir et blanc c'est surcoté. Non, le noir et blanc c'est pas surcoté. Pour moi, le noir et blanc, j'adore tout simplement. Donc il n'y a pas d'explication plus profonde à avoir. C'est chouette le noir et blanc, ouais. Alors peut-être que je comprends ce que tu veux dire surcoté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de rattraper leur photo avec le noir et blanc en espérant qu'en noir et blanc on va plus voir que la photo a été mal cadrée, pas nette, moche. Le noir et blanc ne fera pas du vous un artiste, ça c'est sûr. Donc parfois le noir et blanc est surutilisé, donc un poil surcoté à ce niveau-là, mais dans l'ensemble le noir et blanc c'est trop
trop chouette, parce que ça déshabille un petit peu la photo pour la rendre plus simple et plus facile d'accès. Et ça, je trouve ça assez chouette dans certains cas. Moi, en ce moment, je fais plutôt de la couleur, parce que je suis dans une période plus couleur, mais j'aime toujours énormément le noir et blanc. Le sépia, non mais sérieusement, c'est toujours légal le sépia en 2024. Passons. Allez voir des photos. Ah non, zut, plus de batterie. Allez voir une expo photo. Je crois que l'art, ça vient pas de nulle part. Je pense que tout ce qu'on crée est une somme de nos influences qu'on a digérées pour les recracher à notre sauce. J'ai fait toute une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. C'est pour ça que nourrir son regard avec des choses belles, avec des choses créatives, avec des choses qui ont été faites par d'autres artistes, des artistes plus reconnus que nous s'ils sont exposés dans des musées, c'est hyper important. Donc allez voir des expos, bien évidemment, c'est sous-coté de ouf. Sérieux, m'en avait donné tellement, ça fait genre 1h30 que je tourne, je suis épuisé, et ça va pas faire une vidéo, ça va faire au moins 2 vidéos ou 3 vidéos, je sais pas. Vous étiez inspiré par les trucs surcotés et sous-cotés. Et je les ai même pas tous mis, j'en ai enlevé plein, j'ai enlevé ceux qui étaient redondants, j'ai enlevé ceux que je comprenais pas, parfois il y en a qui étaient pas clairs, puis j'ai enlevé ceux que je trouvais un peu nuls, ou ceux sur lesquels j'avais rien à dire, mais il en restait encore beaucoup. Les livres photos, sous-cotés pour l'exacte même raison. Puis un truc que j'aime en plus dans les photos, c'est vraiment le fait que ça soit un objet. C'est ton projet photo, tu le fais pendant des mois, des années, et après tu le finis et tu le mets dans un objet, et cet objet, les gens peuvent le tenir et l'avoir chez eux. Ça, je trouve le principe vraiment très cool. Donc super sous-côté les photos. La recherche de la perfection. Alors ça dépend ce que tu entends par recherche de la perfection. Est-ce que c'est la recherche de la photo parfaite, au sens où elle sera parfaitement nette et on va zoomer à 800% pour checker pixel par pixel que tout va bien ? Ça, évidemment, je trouve que c'est une approche technicienne dans laquelle beaucoup de gens se perdent et c'est complètement surcoté parce qu'on s'en fout. Personne zoome à 800% dans les photos. En revanche, si par recherche de perfection, tu entends l'idée de toujours chercher à s'améliorer, l'idée de toujours continuer à se cultiver, à apprendre, à développer son travail créatif, à faire des photos toujours plus fortes, toujours plus percutantes, toujours plus impactantes, à faire des projets photos qui ont du sens pour vous, à ce moment-là, non, c'est complètement sous-coté. Donc ouais, ça dépend un peu ce que tu veux dire par là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, on se retrouve en commentaire pour discuter des bêtises que j'ai dites avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. C'est toujours hyper intéressant de vous lire et j'essaye de répondre à un maximum de gens. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un guide d'exercices créatifs qui s'appelle Devenir un meilleur photographe en 12 semaines. Vous pouvez le télécharger complètement gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Et nous on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou je sais pas trop quand pour une prochaine vidéo. Salut!